Evelyn Nesbit a épousé un millionnaire célèbre. Les gens appelaient cela un conte de fées, mais c'était en réalité une histoire d'horreur. La beauté indéniable d'Evelyn Nesbit a enchanté les foules, mais pour un homme, elle a inspiré une obsession glaçante et profondément ancrée. Alors que ses traits célèbres faisaient d'elle la chérie de l'âge doré, ses sombres secrets reflétaient les courants souterrains tumultueux de cette époque. Son histoire est à parts égales sensationnelle, explosive et tragique. Mais malgré tout cela, sa résilience a régné en maître. Evelyn est née le jour de Noël en 1884, avec un visage destiné à l'adoration. Le journal local rapporta sa naissance en ne pensant qu'à son apparence, écrivant qu'elle était le plus beau bébé jamais né dans le pays. Ses traits divins l'ont définie dès le début, mais c'est son père qui a nourri son rêveur intérieur. Evelyn était la petite fille de son papa, ce dernier encourageant volontiers l'amour de la jeune Evelyn pour la musique, la danse et les histoires de fantastique. Avec le recul, il était le seul homme sur lequel elle pouvait compter, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne. Lorsqu'Evelyn n'avait que 10 ans, son enfance confortable s'est terminée abruptement dans les larmes. Quand son père resta décédé subitement à l'âge de 40 ans, il laissa sa famille dans une situation désespérée. Ils perdirent tout à cause de ses dettes impayées. Dès lors, les Nesbit luttèrent pour trouver un foyer, déménageant constamment et vivant de la générosité d'amis et de membres de la famille. Survivant à peine, sa mère ouvrit une pension avant d'abandonner et de déménager à Philadelphie. C'est là que la vie des Nesbit changea à jamais. Alors qu'elle marchait sans prétention dans la rue, Evelyn attira l'attention d'une artiste. La femme admira sa beauté et lui demanda de poser pour un portrait. Dès lors, le chemin d'Evelyn vers la célébrité fut assuré. Elle déménagea à New York et devint rapidement un mannequin de renom. Son portrait parfait vendait tout et n'importe quoi, et elle orna même les couvertures de Vanity Fair et Harper's Bazaar. Mais sa bonne fortune ne durerait pas éternellement. Ennuyée par les exigences du mannequinat, Evelyn tourna son regard vers le monde du théâtre. Ses rêves d'enfance de musique et de danse se réalisèrent dans le style de vie énergique d'une actrice. Son premier rôle fut celui d'une jeune fille espagnole dans un spectacle populaire de Broadway. Bien qu'elle n'ait décroché qu'un rôle mineur, elle captiva complètement un spectateur important, avec des conséquences dramatiques. Stanford White était cet homme dans la foule. C'était un architecte célèbre qui devint si obsédé par la performance d'Evelyn qu'il revint voir la pièce encore et encore. Certaines sources affirment qu'il assista à plus de 40 représentations. Son adoration se transforma rapidement en une obsession possessive. Une chose était certaine, White devait absolument la voir. Grâce à son amitié avec une autre choriste, White organisa une rencontre avec Evelyn dans l'un des appartements qu'il gardait pour un dessin peu recommandable. Rencontrer de belles femmes qui n'étaient pas son épouse. De l'extérieur, ces lieux de rendez-vous semblaient anodins, mais les intérieurs étaient aussi glamour que leurs propriétaires. Cependant, Evelyn apprendrait bientôt que tout ce qui brille n'est pas d'or. Lorsqu'elle entra dans l'appartement luxueux de White, elle fut émerveillée. Malheureusement pour White, cette admiration ne s'étendait pas au-delà des ornements de son piège doré. Même une balade sur sa célèbre balançoire de velours rouge ne pouvait pas faire naître chez Evelyn les sentiments qu'il espérait. Selon ses propres mots, Evelyn décrivit White comme repoussant et terriblement vieux. Après tout, elle n'avait que 16 ans, et White, un lointain 48 ans. White trouvait Evelyn magnifique, mais une chose l'empêchait d'atteindre la perfection absolue, ses dents. Prenant sur lui de la modeler en femme idéale, il l'envoya chez le dentiste pour les faire corriger comme il l'entendait. Et pour ce qui était des frais, eh bien, il couvrit toutes les factures. Sa richesse n'était pas anodine. L'obsession de White pour Evelyn
en fit à la fois sa protégée et sa propriété. Il payait pour tout, installant elle et sa mère dans un appartement chic et finançant même l'éducation de son frère. White la gâtait avec des cadeaux, des livres, des leçons de piano, et surtout, une présentation à l'homme qui ferait d'elle une star. Grâce à White, Evelyn devint l'emblématique Gibson Girl. Mais toutes ces faveurs avaient un côté sombre. White sentait qu'Evelyn lui appartenait, et bientôt, il lui ferait payer. Evelyn voyait White comme un riche mécène et une figure paternelle. Mais White lui-même avait un agenda personnel sordide. Gagner leur confiance prit du temps, mais finalement, une apparente dévotion et des stratagèmes généreux portèrent dans leurs fruits. À une occasion, il persuada Madame Nesbitt de rendre visite à ses amis à Pittsburgh et de lui confier sa fille, les laissant seuls tous les deux. Ce plan apparemment sensé se transforma en une tragique erreur. À cette époque, Evelyn travaillait sans relâche. Elle posait comme mannequin le jour et jouait à Broadway le soir. Afin de l'isoler des exigences constantes de sa carrière, White l'invita à une fête à Madison Square Garden. Mais ce n'était pas une soirée de célébrités et de cocktails raffinés. C'était un cauchemar en attente. Quand Evelyn arriva à la fête, elle découvrit rapidement la sombre vérité. L'endroit était vide. Quelque chose de sinistre se tramait. Il lui dit « N'est-ce pas dommage que tous les autres nous aient fait faux bond ?» Il lui tendit un verre de champagne, puis un autre. La fête continua avec eux deux seuls, jusqu'à ce qu'Evelyn, étourdie par les boissons, devienne désespérément vulnérable. White conduisit Evelyn par un escalier secret vers une pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Petite mais élégante, meublée d'antiquités et de tentures. Mais derrière ces tentures se trouvait une autre pièce. Celle-ci, une chambre avec un lit à baldaquin entouré de miroirs, avec un plafond scintillant de lumière, changeant de couleur. Jamais rien n'avait été à la fois aussi brillant et aussi sinistre. Le lendemain matin, Evelyn se réveilla pour se voir reflétée dans l'un des nombreux miroirs, nue à côté de Stanford White. Sans aucun souvenir de ce qui s'était passé la veille, elle poussa un cri glaçant. Les manigances manipulatrices de White portèrent durant leurs fruits. Il avait revendiqué son corps pour lui-même. Il lui dit qu'elle lui appartenait désormais. White assura à Evelyn que rien ne s'était passé et que leur relation était normale, voire courante. Mais surtout, il lui ordonna de se taire, disant qu'une fille ne doit jamais parler. En tant que jeune fille confrontée au pouvoir d'une figure de la société, Evelyn se sentit totalement trahie et complètement impuissante. Elle resterait silencieuse pour l'instant. Evelyn et sa famille dépendèrent de White à bien des égards. Il les avait sortis de la pauvreté tout en faisant campagne pour sa carrière. Peut-être que s'il la désirait tant, il quitterait sa femme pour elle. Peut-être que la fin heureuse pourrait être à elle. Mais malgré toute l'attention qu'il lui portait, Stanford White n'avait jamais eu l'intention de faire d'Evelyn son épouse. Dans une comédie musicale intitulée The Wild Rose, Evelyn captivait son public. Peut-être plus que tout autre, elle fascina un homme étrange qui assistait à presque toutes les représentations. Il s'appelait M. Monroe, et en l'espace d'un an, il vint au théâtre d'innombrables fois, tout cela pour Evelyn. Il s'asseyait au premier rang à chaque fois, et bientôt, il élabora un plan sombre pour accaparer son obsession. Tout comme Stanford White, Monroe devint obsédé par Evelyn. Prenant une page du livre de White, il demanda à une collègue d'Evelyn de l'inviter à déjeuner. Mais lorsqu'Evelyn arriva à la table, une introduction curieuse l'attendait. Monroe tomba à genoux, saisit ses jupes dans ses mains et lui dit qu'elle était la plus belle fille de New York. Malheureusement pour Monroe, Evelyn fut repoussée par ses déclarations extravagantes. Après cela, il devint désespéré. Evelyn rencontra à nouveau Monroe lors d'un dîner d'avant-spectacle,
où elle se retrouva assise juste à côté de lui. Bien sûr, cette disposition n'était pas une coïncidence, et elle découvrit bientôt pourquoi. Monroe confessa qu'il n'était pas juste l'un des nombreux admirateurs d'Evelyn. Son vrai nom était Harry Kendall Taw, un baron du charbon et des chemins de fer avec une fortune colossale de 40 millions de dollars. La plupart des filles auraient été impressionnées par un prétendant aussi riche. Mais pas Evelyn. Elle était déjà habituée à ce que des hommes riches se pâment devant elle, et Taw ne faisait pas exception. Evelyn n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'engageait avec Taw. Originaire de Pittsburgh, il voulait désespérément s'intégrer à l'élite new-yorkaise. C'était aussi un mauvais garçon, avec un mépris apathique pour l'immense fortune à sa disposition. Mais peut-être le plus inquiétant de tout était sa préoccupation pour les actrices de Broadway et leur virginité. De loin, il semblait être un riche vaurien typique, mais il était aussi instable. Evelyn ne le savait pas, mais Taw était dangereux. En coulisses, Taw était un fou. Il passait des annonces dans le journal, prétendant être un coach d'acteurs, et attirait de jeunes filles chez lui. Avec cette tromperie démente, il les tourmentait pour leurs prétendus péchés, les brûlant, les fouettant et les attachant. Dans son esprit, il les sauvait. Et ce n'était que l'argent de sa mère qui le protégeait des poursuites judiciaires. Avec le désintérêt d'Evelyn pour Taw, elle semblait sur le point d'éviter ce danger hypothétique, et elle y parvint presque. Taw était déterminé dans sa quête d'Evelyn. Il lui envoya 2 douzaines de paires de bas de soie et un piano à queue, mais elle les renvoya tous les deux. Et lorsqu'il lui fit une demande en mariage, elle refusa. Son cœur dansait toujours sous le joug de Stanford White, et elle espérait conserver son affection. Mais Stanford White, éternel séducteur, continuait de fréquenter d'autres jeunes actrices. Evelyn n'en pouvait plus, et dans une histoire aussi vieille que le monde, elle décida de le rendre jaloux. Evelyn rencontra John Barrymore lors d'une fête somptueuse organisée par White lui-même. Avec sa jeunesse et son esprit, il était l'homme parfait pour rendre White jaloux. En 1902, le couple semblait inséparable. La romance eut l'effet désiré. White devint incroyablement jaloux et jura de séparer le nouveau couple. Avec la mère d'Evelyn, White élabora un plan pour séparer les amoureux pour de bon. White et la mère d'Evelyn espéraient pouvoir séparer Evelyn et son nouvel amant en l'envoyant en pension. Cependant, juste avant son départ, Barrymore s'efforça d'avoir le dernier mot. Il demanda Evelyn en mariage devant sa mère et White. Cependant, la réponse d'Evelyn les glaça jusqu'à l'os. Elle dit non et partit pour l'école. Clairement, il avait servi son but dans son plan pour rendre White jaloux. À l'école, Evelyn fit face à une urgence médicale grave. Elle avait besoin d'une appendicectomie. Paniquée et incapable de contacter Stanford White, la mère d'Evelyn chercha l'aide d'un autre homme riche qui avait un faible pour sa fille, Harry Taw. Et juste comme ça, cet homme diabolique était de retour dans sa vie. Il lui envoya l'un des meilleurs médecins que l'argent pouvait acheter, et quand elle s'en sortit, il lui fit une offre trop belle pour être refusée. Taw voulait emmener Evelyn et sa mère dans un voyage grandiose à travers l'Europe pour l'aider à se détendre. Mais dès que le voyage commença, Evelyn et sa mère commencèrent à se disputer à propos d'argent. Sa mère gaspillait les chèques de sa fille pour des achats personnels. Lorsque la tension devint trop forte à supporter, la mère d'Evelyn rentra en Amérique. Malheureusement, cela laissa Evelyn et Taw seuls ensemble. Une recette pour le désastre. Une nuit, alors qu'ils visitaient Paris, Taw vint à Evelyn et lui demanda avec force des détails sur sa relation avec Stanford White. Taw était convaincu que White était coupable de quelque chose de terrible. Et ainsi, Evelyn raconta la vérité sur la pièce secrète des miroirs et la nuit dont elle ne se souvenait pas. La nuit où White l'avait attaquée.
La réaction de Thor à cette révélation fut extrême. En apprenant comment White avait manipulé Evelyn, Thor s'effondra immédiatement dans une crise de larmes et d'hystérie. Il était clairement en colère et bouleversé par la manière dont White avait fait du mal à Evelyn. Cependant, Thor était aussi étrangement curieux de cette nuit traumatique. Il voulait tous les détails, et ainsi, ils restèrent éveillés toute la nuit à en discuter. Au début, l'inquiétude de Thor toucha Evelyn, mais plus tard, cela prit une tournure sombre. Evelyn et Thor continuèrent à voyager ensemble à travers le continent, mais l'intérêt croissant de Thor pour Stanford White ne faiblissait pas. Il était toujours un sujet de conversation. Lorsqu'ils arrivèrent en Allemagne, leur logement était un château gothique inquiétant. Une nuit fatidique, Thor ordonna aux domestiques de partir afin qu'ils puissent être seuls avec Evelyn. Et c'est alors qu'un véritable cauchemar commença. Un cauchemar qu'Evelyn n'oublierait jamais. Lorsqu'Evelyn se réveilla, elle vit Thor debout au-dessus d'elle, un fouet à la main. Consumé par la folie, il l'attaqua, déchira sa chemise de nuit et la battit. Il lui dit d'expier ses péchés, puis la viola lui-même. Le lendemain, Thor fit comme si tout était normal. Quand elle demanda à voir un médecin, il l'emmena chez un professionnel qui ignora les profondes contusions et blessures qui couvraient chaque pouce de son corps. Elle savait qu'elle devait s'échapper. Lorsqu'ils revinrent à Paris, Evelyn eut un coup de chance bien nécessaire. Elle rencontra un vieil ami de Stanford White qui l'arracha à la terreur de Thor et la ramena à New York. Mais lorsqu'elle rentra chez elle, elle réalisa qu'elle était plus seule que jamais. Sa mère refusa de la voir, et White était trop occupé pour lui accorder du temps. Bien qu'elle n'ait que 17 ans, elle craignait de ne plus être assez jeune pour retenir l'attention de White. Pendant les 2 années suivantes, Thor fit tout ce qui était en son pouvoir pour se racheter d'avoir brutalement attaqué Evelyn. Il lui envoya des lettres, promettant que si elle l'épousait, il changerait ses manières. Il lui envoya des centaines de fleurs en guise d'excuse et quand elle refusa de le voir, il envoya des amis s'excuser pour lui. Sans se décourager face au rejet constant d'Evelyn, Thor persista pendant des années et finalement, à son grand malheur, il la brisa. Épuisée par sa dévotion inégale, Evelyn accepta finalement d'épouser son propre agresseur sadique, Harry Thor. Ils se marièrent le 5 avril 1905, mais en signe que ce n'était pas une affaire festive, la mariée portait du noir. Dans les premiers jours de son mariage, Evelyn espérait que Thor avait changé. Malheureusement, elle plaça sa confiance en le mauvais homme. Les faibles lueurs de bonheur conjugal s'évanouirent une fois qu'il devint évident que Harry Thor n'avait pas changé d'un iota. Il était toujours aussi obsédé par Stanford White et ses transgressions passées. Follement, c'est ainsi qu'Evelyn se retrouva mêlée à une querelle entre ses 2 amants coupables. Thor faisait suivre White et White faisait suivre Thor. C'était une rivalité démente, et à la fin, elle aboutit à une confrontation fatale. Evelyn devint le pion de Thor dans une tentative de faire tomber Stanford White de sa tour dorée. Thor n'était pas seulement en colère à cause de la manière dont White avait fait du mal à Evelyn. Il en voulait aussi à White pour son pouvoir à New York, surtout parce que la haute société ne l'avait jamais accepté. Prendre possession d'Evelyn était un coup de force. Elle était chère au cœur de White, et il l'utilisa pour se venger. Quand Thor apprit que Stanford White avait payé pour les soins dentaires d'Evelyn, il décida d'annuler les améliorations faites. Il l'envoya chez le dentiste pour faire ruiner ses dents, tout cela malgré White. Bientôt, le contrôle de Thor sur Evelyn devint total. Il exigeait qu'elle surveille White à tout moment, et qu'elle le prévienne immédiatement si elle le voyait. Il exigeait qu'elle appelle White la bête. Après un an d'attente vaine pour voyager, Evelyn obtint enfin son souhait. Son mari annonça un grand voyage en Europe,
leur périple commençant par une escale à New York. Cela semblait somptueux, un dîner dans un spectacle, puis un bateau en route vers de nouveaux horizons. Mais la pièce pour laquelle ils avaient des billets se jouait nulle part ailleurs qu'au Madison Square Garden de Stanford White. Si Evelyn pensait que c'était une simple coïncidence, elle serait bientôt détrompée. La nuit de la représentation, Evelyn remarqua le comportement étrange de son mari. Il buvait abondamment et transpirait sous un long manteau noir. À la fin du spectacle, elle fut soulagée de voir que White n'était pas à sa place habituelle. Elle voulait l'éviter à tout prix, car son mari était sûr de faire une scène. Mais alors, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et son cœur se serra instantanément. Stanford White entra avec assurance dans le théâtre, inconscient du plan de Tao. Bouleversée à la vue de son ancien amour, Evelyn demanda à Tao s'il pouvait partir discrètement. Mais lorsqu'elle arriva aux portes de l'ascenseur, son mari n'était nulle part en vue. À son horreur, elle se retourna pour le voir marcher dans la direction opposée, directement vers Stanford White. Sortant un pistolet de son manteau, Tao visa son ennemi et tira à bout portant. 3 coups mortels résonnèrent dans le théâtre, avec des balles dans les dents, l'œil et l'épaule. White mourut instantanément. Souriant et victorieux, Tao rendit son arme et dit « Je l'ai fait parce qu'il a ruiné ma femme. » Parce qu'elle était au centre de ce triangle amoureux tordu, Evelyn devint le témoin principal lors du procès qui suivit. Ces informations diffamatoires sur Stanford White furent des preuves pour la défense de son mari, un plaidoyer de folie temporaire ou ce qu'on appelait un orage cérébral. Présenté comme un acte de chevalerie, son moment de folie servait l'honneur de sa femme. Mais pour que cela fonctionne, l'équipe de Tao devait faire détester Stanford White par le jury. Evelyn monta à la barre lors des 2 procès de son mari. À une époque où l'agression et même les relations intimes étaient tabous, son témoignage devint une matière scandaleuse pour les masses. Cela la détruisit jusqu'au plus profond d'elle-même, mentalement et émotionnellement. Jusqu'alors, son agression par Stanford White était restée un sombre secret. Et maintenant, tout était à découvert. Mais elle n'avait pas le choix. Elle dépendait entièrement de la fortune de Tao pour rester à flot. Lors du second procès, Tao n'eut d'autre choix que de plaider la folie. Trop de preuves sur son caractère ayant émergé depuis son dernier procès. Et cette défense était le seul moyen pour lui d'échapper à la chaise électrique. Cette fois, il fut déclaré non coupable, le juge le condamnant à la réclusion à perpétuité dans un hôpital d'État pour les criminels aliénés. Mais même alors, Evelyn ne pouvait échapper aux griffes de son mari psychotique. Depuis les confins de l'hôpital, Tao faisait suivre Evelyn. Chacun de ses mouvements était surveillé et rapporté. Puis, en 1910, Evelyn donna naissance à son premier enfant, un fils nommé Russell William Tao. Elle affirma avoir conçu Russell lors d'une visite partagée avec Tao, mais pour le reste de sa vie, il nia fermement sa paternité. Après tout ce qu'elle avait sacrifié pour lui, Evelyn comprit bientôt que se marier dans la famille Tao avait été une erreur monumentale. La mère de Tao méprisait Evelyn. Elle en voulait à sa belle-fille.